Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis le professeur Mohamed Lamine Kaba. On m'a demandé de prendre part à cette importante rencontre et comme nous sommes pris par le temps, je vais demander à chaque intervenant d'essayer de concentrer sa participation, son exposé, sur 5 à 6 minutes pour donner du temps aux questions qui pourraient venir des jeunes élèves et étudiants qui sont dans cette salle. Je voudrais simplement... Nous avons ce matin 5 intervenants. Nous commencerons par, vous m'excusez, avec l'âge, la mémoire s'envole. Nous commençons donc par Madame Aïssata Traoré. Elle est chargée de mission et de communication au ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Je crois que tout le monde sait à peu près de quoi nous allons parler tout de suite. Il s'agit des problèmes de l'adéquation entre les formations du secondaire et les offres de formation du supérieur. Quels sont les problèmes? Quelle est la situation? En fait, que doit-on faire pour que l'on aboutisse aux meilleures solutions possibles? Ces experts éminents qui ont tous une longue expérience de l'éducation vont nous aider à engager la réflexion. Je ne vais pas trop tarder, je commence par moi-même, je coupe la parole à mon niveau là et je la donne à Madame Aïssata Traoré. Madame, vous avez la parole. Merci, professeur. Bonjour, chers participants. Nous sommes là tous expérimentés, chacun à sa manière. Nous allons essayer d'harmoniser les idées pour pouvoir donner satisfaction à ce problème que nous voulons gérer dans notre pays. En ce qui concerne l'adéquation entre la formation et l'offre d'emploi. Parlant des problèmes, j'avoue qu'il y a des problèmes à plusieurs niveaux. Au niveau de l'enseignement pré-universitaire, c'est-à-dire au secondaire qui fournit des étudiants dans les universités, au niveau des universités, il y en a au niveau des parents ainsi qu'au niveau de l'autorité. Je vais commencer par ceux qui accueillent les produits de l'enseignement secondaire, c'est-à-dire les universités. Nous avons présentement plusieurs filières, on dirait, qui sont des photocopies des filières d'autres pays que nous voyons qui sont en train d'émerger. Nous ne sommes pas au même niveau d'évolution de nos programmes d'études que ces pays. Mais nous envoyons des programmes, nous les installons et nous tendons la main à nos enfants. Au niveau ça c'est un problème. Au niveau du secondaire qui fournit des bacheliers pour les universités, les chercher des orientations, il faut dire les choses comme cela se doit, ne font pas leur rôle. Parce que une fois que les enfants sont au niveau des lycées, ils connaissent déjà un peu la vie. Mais il faut qu'on les oriente, qu'on leur explique qu'est-ce qui vous attend, qu'est-ce que vous devez faire, pourquoi vous devez le faire, et comment ça doit être fait, et à quoi ça va aboutir pour vous et pour le pays. Cela ne se fait pas normalement. Les parents aussi, nous faisons du civisme pour nos enfants. Les enfants, une fois qu'il voit tel fait la comptabilité, il est dans le monde de l'emploi, il a commencé à avoir de l'argent, il a sa voiture, il a quelque chose comme ça. Au lieu de faire mathématiques ou génie civil là où il est fort,
depuis le collège jusqu'au lycée, il est un bon mathématicien. Mais dès qu'il arrive au niveau de la terminale, il a l'intention, il a déjà les ambitions de faire économie, droit et je ne sais quoi. Parce que celui-là qui avait fait économie, même à l'école professionnelle, il est dans une boîte qui lui génère des revenus, je ne sais comment. Alors qu'il peut être là, ça peut lui créer des problèmes quand il vient à l'université et vouloir... Parce qu'il n'est pas dit que philosophie c'est facile, comptabilité c'est facile. Mais ce qui est facile pour toi, c'est ce don que Dieu t'a légué. Quand tu connais maths, physique, au collège, au lycée, il vaut mieux continuer dans cette filière. Et les parents, nous devons, pourquoi je responsabilise les parents, il faut suivre les enfants. Il faut savoir ce qu'ils peuvent faire. Et qu'est-ce qui peut les attendre et qu'est-ce qui peut être favorable à eux dans le monde du développement, sur le marché de l'emploi. Donc les parents doivent non seulement encadrer, mais les charger des orientations dans le pré-universitaire, c'est-à-dire au secondaire, doivent correctement jouer leur rôle. Et à l'université, il ne faut pas prendre les enfants pour les prendre. Il faut mettre les enfants dans les filières où ils peuvent vraiment évoluer. Des filières, il faut créer des filières qui peuvent déboucher sur de l'emploi dans notre pays. Mais si nous créons juste des filières pour avoir des élèves, les étudiants, afin qu'on puisse avoir ce qu'on veut, je crois que non seulement les enfants sont fatigués, les parents jettent leur argent, mais le développement du pays ne se fera pas facilement parce que nos produits ne pourront pas nous servir. Alors, comme solution, je voudrais humblement proposer que le ministère de l'enseignement pré-universitaire collabore avec les chargés des universités pour vraiment implanter les filières qui peuvent aider nos enfants après leur formation. Et ceux qui sont chargés de cela dans les lycées, qu'ils approchent les enfants. Comme je suis du préuniversitaire, je pense que nous avons commencé déjà à y réfléchir pour qu'on puisse vraiment donner les conseils nécessaires aux lycéens pour ne pas qu'ils se lancent du n'importe quoi, mais qu'ils vraiment optent pour des filières qui peuvent leur générer des revenus, qui peuvent leur faciliter la tâche, l'obtention de l'emploi et qui peuvent leur faciliter leur participation dans le développement de notre pays. Et surtout du côté de l'enseignement supérieur, les universités, vraiment, acceptons de collaborer. Parce que si le produit n'est pas bon au niveau du secondaire, l'intention n'est pas bonne, arriver dans les universités, la tâche ne sera pas facilitée et pour les étudiants et pour les enseignants, et au sortir, ce sera de la cacophonie. Les parents doivent être sensibilisés et encouragés à agir vraiment en faveur de leurs enfants parce que c'est eux qui s'investissent pour la formation de leurs enfants. Je vous remercie, monsieur le modérateur. Bien, merci madame. Ah, là, c'est déjà bon. Ça signifie que l'exposé a suscité une certaine réaction de la part des jeunes. Je voudrais remercier madame d'avoir commencé à toucher du doigt les différents niveaux de responsabilité. Nous, les enseignants chargés d'orienter les étudiants au niveau secondaire, nous, les parents d'élèves qui ne suivons pas toujours normalement nos enfants, il y a un petit problème là, c'est que quand vous regardez la Guinée, la plupart des parents sont illettrés. Et ça pose problème. Parce que mon père, par exemple, ne pouvait pas m'orienter parce qu'il ne sait même pas ce que j'apprends à l'école. Donc il y a ce problème-là qui est posé au niveau de la plupart des élèves. C'est que les parents n'ont pas le niveau de formation qui leur permette de conseiller leur progéniture. Ensuite, elle pose un problème très intéressant. Le niveau de, si vous voulez, de coopération entre ceux qui sont chargés de la formation secondaire et ceux qui implantent des formations dans le supérieur. C'est extrêmement important
puisque nous ne gérons pas nécessairement la structure gouvernementale, mais au moins nous pouvons faire en sorte qu'il y ait une coopération qui nous permette d'implanter des formations, en tout cas qui se retrouvent dans les deux secteurs de la formation. Je vais m'arrêter là pour le moment. Deuxième intervenant, c'est Dr Binko Mamadi Touré, c'est l'actuel secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. D'autres l'ont connu parce qu'il était directeur général à Nzérékoré. Docteur Binko, vous avez la parole. Toujours, mais 5 minutes. Merci, monsieur le modérateur. Merci aussi à l'assistance. Je crois que Mme Camara a touché du doigt le problème fondamental de l'adéquation entre les filières et le marché de l'emploi. Et on ne cessera pas d'ajouter ou de dire la même chose. L'influence des parents embête beaucoup l'école. Le plus souvent, ce que les parents n'ont pas pu faire à leur temps, ils veulent que les enfants le fassent, sans pour autant savoir si le jeune ou si l'élève en question est prédisposé pour y aller. Je voulais être un juriste, il faut forcément qu'un de mes enfants fasse droit. Mais est-ce que mon enfant a des prédispositions pour aller en droit? C'est vrai, il y a le problème des filières dans les lycées actuellement, mais il y a aussi le fait que, parents que nous sommes, nous ne prenons pas entièrement nos responsabilités. C'est vrai, les conseillers à l'orientation, ils ont quelques défauts, mais le premier conseil à l'orientation, c'est la famille. La famille doit conseiller. Et l'école ne fait qu'ajouter un grain de sel. Nous devons faire en sorte que 4/5, parce que 2/3 c'est peu au stade actuel, que 4/5 de nos jeunes dans les lycées s'orientent vers les filières techniques et scientifiques. Pour la raison bien simple que nous voulons ou nous ambitionnons être un pays émergent dans moins de 5 ans. Et cette émergence ne viendra pas si on n'a pas assez de scientifiques, si on n'a pas assez de techniciens. Actuellement, nos écoles professionnelles sont vides parce que les jeunes, pour la plupart, pour plus de 85%, pensent qu'aller dans une école professionnelle, c'est quand plus rien n'est possible. Et ce sont ceux-là qui trouvent rapidement le travail, parce que toutes les entreprises qui sont en train de s'installer dans le pays ont besoin de jeunes qui ont la main, pas qui ont la tête pour un départ, mais qui ont la main. Ils ont besoin de plombiers, de chaudronniers, etc., etc. Et ça ne peut se fabriquer ou ça ne peut s'étudier que dans les écoles techniques et professionnelles. Donc, la problématique qui nous réunit ce matin, la solution commence par la famille. Il faut que l'influence négative des parents diminue sur les jeunes. Il faut les faire confiance. Après 13 ans d'études, le jeune, il sait ce qu'il veut et on doit pouvoir l'encadrer dans cette direction. Merci, monsieur le modérateur. Oui, bon, vous voyez, c'est le mathématicien. Il fait moins que ce que je lui demande. Je lui ai octroyé 5 minutes, il en a fait 3. C'est déjà pas mal. Merci, docteur Binko. Vous avez soulevé le problème des parents sous un autre angle. Effectivement, il y a ce problème qui réside dans la tête du Guinéen. Je donne mon cas. Quand j'ai fini mon doctorat, je suis rentré. Quand on dit à quelqu'un que je suis enseignant, il dit mais ça va pas.
il va faire toutes ces années pour enseigner. Je croyais qu'il a été directeur d'entreprise. Parce que, dans la mentalité générale, être enseignant, être scientifique, c'est pas très envié. Voilà. Et donc, ça joue énormément sur le plan psychologique, sur l'orientation de jeunes. Parce qu'il est quand même dans un certain milieu. Et je crois qu'il a soulevé un autre aspect, c'est le futur de notre pays, le développement. Quand vous allez souvent dans les universités actuellement, dans une classe de droit, vous trouvez 600 étudiants, que ce soit le public ou le privé. Mais dans une classe de mathématiques, d'ailleurs, on n'arrive même pas à créer des classes de mathématiques, en général. Et quand vous en créez, il y a très peu d'étudiants. Dans les sciences techniques, vous avez à peine 30 à 40 jeunes qui acceptent de s'inscrire là parce qu'ils vous disent que c'est très compliqué. Mais ce n'est pas plus compliqué que le droit. Parce qu'il y a des étudiants qui sont quand même brillants dans les sciences techniques, ils peuvent réussir plus facilement que quand ils vont faire sciences sociales. En tout cas, je ne suis pas d'accord avec le point de vue que telle spécialité est plus compliquée que telle autre. Moi, je ne suis pas d'accord. Bon, c'est à discuter, mais moi, je ne suis pas d'accord. Merci, docteur Binko. Maintenant, j'appelle monsieur Michel Kouevogui, c'est le secrétaire général du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'emploi et du travail. Monsieur Merci, Kouevogui, monsieur le vous avez la modérateur. parole, toujours la limite de 5 minutes. Bien. Vu le temps qui est très réduit et vu l'importance du débat, nous allons en 2 temps parler des profils et ensuite donner des conseils en matière d'orientation. En prenant le premier point, c'est-à-dire les profils, nous estimons d'abord que au niveau du pré-universitaire, c'est-à-dire le collège et le lycée, il serait intéressant que nous ne nous limitons pas seulement à 3 profils, c'est-à-dire maths et sciences expérimentales, sciences sociales, mais plutôt voir aussi comment créer les lycées techniques et les collèges techniques. Cette condition permettrait aux jeunes de se préparer avant le bac et de savoir mieux comment s'orienter. Ça, c'est un aspect. Un autre aspect, il se trouve que les jeunes, jusqu'à un niveau donné, ne savent pas réellement qu'est-ce qui se passe dans la formation. L'ambition, c'est quoi? Au primaire, ils se demandent comment avoir le CEP. Au collège, comment avoir le brevet. Et au lycée, comment avoir le bac. La suite, ils ne s'intéressent pas tellement, sinon que par le hasard quelquefois, ce qui est très dangereux. Voilà pourquoi nous estimons que lorsque, depuis le collège et le lycée, il y a déjà des prépositions qui donnent la facilité à un jeune de s'orienter avant même d'être au niveau du bac, c'est encore plus aisé de l'orienter. Ceci dit, nous revenons un peu sur le ministère de l'enseignement technique qui, comme le disait le docteur, est un département qui permet d'aller plus vite au travail en se faisant la main. Cela suppose que c'est un ministère qui est presque transversal. Le secteur primaire, le secteur secondaire, le secteur tertiaire sont développés dans ce département. Après donc avoir parlé des profils, nous allons essayer de parler aux différents élèves et étudiants qui sont appelés à s'orienter. L'orientation est un procédé très angoissant pour les élèves. Pourquoi? Parce que, confrontés pour la première fois à une plus grande décision de leur vie, les élèves sont quelquefois angoissés, ils ne savent pas à quel sein se vouer quand il s'agit de s'orienter. Quelquefois, ils sont tentés d'imiter, c'est-à-dire de se dire, comme le disait l'autre, j'ai vu tel qui a de l'argent et puis j'y vais. Et lorsque nous faisons un peu d'analyse du passé, avant, il y avait une orientation qui était basée sur le sillage des parents. Un ouvrier aurait souhaité que son fils soit aussi ouvrier. Un enseignant aurait souhaité que son enfant soit enseignant, etc. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est la même chose qui se doit? Non. Le temps évolue, le monde change, les actions sont si nombreuses et variées qu'il faut bien que les activités que nous menons aussi soient respectées en fonction des nécessités du temps.
Nous ne devons plus former dans le simple intérêt de former, mais plutôt de former en fonction des besoins du marché de l'emploi. C'est ce qui peut permettre que les jeunes aient où s'insérer. Mais lorsque nous voulons former simplement parce qu'il faut avoir un diplôme, quelque part, nous n'avons pas la chance d'obéir à ce que nous voulons. Et il faudrait que les enfants aient de la passion. La passion, c'est quoi? C'est d'abord de chercher à préparer la vie professionnelle, la PVP. Que je sache aller auprès d'un homme de métier ou bien d'un professionnel, lui poser des questions. Comment est-il venu là? Qu'est-ce qui lui a poussé? Qu'est-ce qui lui a motivé à cette activité? Quelles sont ses difficultés? Quels sont ses avantages? Qu'est-ce qu'il en tire comme profit? Cela permet aux jeunes de s'armer, de se préparer, de savoir en quelque sorte qu'il faut aller par-ci ou par-là. Ça, c'est un aspect. Il faut que les jeunes aient aussi les moyens de leur passion. L'élève doit se connaître. Se connaître, ce n'est pas parce que je m'appelle Michel, non. Ou bien que le docteur s'appelle Touré, non. Mais plutôt, de quoi je suis capable. Il faut qu'il pose la question à son entourage. Que je demande à un docteur, mais moi que vous voyez, vous pensez que je peux être qui? Vous pensez que je suis capable de quoi? Etc., etc. Cela permet aux jeunes de se mettre en confiance et d'avoir une passion. Encore une fois, lorsque nous allons toujours dans ce cadre de l'orientation, les jeunes, lorsqu'ils sont devant l'envie, ils se disent « je veux vite être formé et puis sortir ». Ou alors, plus je vais durer dans la formation, mieux je serai respecté. Moi, je dis que c'est une erreur. Lorsque chaque élève analyse et comprend que ses ambitions qui sont préalablement définies par rapport à sa passion et qui tiennent compte de ses capacités personnelles, il va sans dire qu'il doit comprendre à quel niveau il doit se hisser, s'il doit aller au professionnel, s'il doit aller à l'université. Le temps d'études n'est pas absolument la règle pour pouvoir réussir, mais c'est plutôt la manière, l'objectif. Le choix d'une école, le choix de l'école est basé sur le choix du métier qu'on veut faire. Quand je dis que je vais être médecin, il est absolu que je ne vais pas aller dans une école nationale d'élevage, pardon, de santé. Ou bien que je dise que je vais être ingénieur de génie, d'avance, je sais que je vais à l'université et je vais aller au niveau du génie. Voilà des exemples. Mais cela ne peut se comprendre que lorsque les jeunes ont la chance d'aller vers les professionnels, de s'intéresser à leur vie, à la vie professionnelle, demander et chercher à comprendre quelles sont d'abord les contraintes, quels sont les avantages et ensuite qu'est-ce qu'on peut pour pouvoir mieux s'orienter. Je vous remercie. Bien. Merci, monsieur le secrétaire général. Mon commentaire à ce niveau est le suivant. Il a posé un problème fondamental de la multiplication des filières au lycée. Je donnerai, je ne suis pas très instruit, mais je donnerai mon exemple simple. Quand nous étions au lycée classique, il y avait deux grands profils, sciences sociales et sciences mathématiques. Mais attention, à côté du lycée classique, il y avait un véritable lycée technique. Et ce lycée technique, il y avait pratiquement toutes les professions. Il y avait le génie civil, il y avait géomine, il y avait commerce, il y avait économie, etc., etc. Donc, les gens pratiquement commençaient leur orientation depuis le brevet. Personnellement, j'ai fait génie civil, mais ça ne m'a pas empêché de faire plus loin mathématiques. C'est-à-dire que, mais on était déjà plus ou moins préparé à un métier et on évoluait dedans. Tous les collègues avec lesquels j'ai étudié, ils ont tous fait génie civil, ils sont tous ingénieurs génie civil. Je suis la seule exception. Bon, ça c'est accidentel. Mais c'est pour dire que, quelque part, on a besoin de créer beaucoup de profils quand même au secondaire. On peut être d'accord ou ne pas être d'accord, mais quand vous prenez le jeune qui a fait sciences mathématiques, et puis vous lui dites il peut faire n'importe quoi, c'est possible. Moi, je ne sais pas. Mais je crois qu'il faut rapprocher de temps en temps les étudiants
très tôt pour qu'ils aient le temps de voir s'ils peuvent continuer par-ci ou par là, etc., etc. Bon, je m'arrête là. Docteur, comment il s'appelle? Ibrahima Mouria Conté. Il est ancien directeur national de l'enseignement supérieur, ancien recteur de l'université Julius Nyerere de Kanka. Je m'arrête là parce que le nombre, la chose, ancien, il y en a tellement que je ne pourrais pas toutes citer. Voilà. Donc vous avez la parole. Merci, monsieur le modérateur, professeur Mohamed Lamine Kaba. Moi, je vais essayer de prendre peut-être un peu plus de temps parce que la problématique adéquation-formation est plutôt les profils du secondaire et le supérieur m'amène d'abord à faire un constat général. Quelle est la situation actuelle des profils par rapport au programme de formation que nous avons au supérieur ou à l'enseignement technique? Actuellement, nous n'avons que 3 profils. Certains l'ont dit tout à l'heure, sciences mathématiques, sciences sociales, en plus sciences expérimentales. Pour plus de 70 programmes de formation au niveau de l'enseignement supérieur, je ne peux pas dire combien existent au niveau de l'enseignement technique, mais très certainement une dizaine. Donc pour plus de 80. Comment alors poser, comment ces jeunes élèves que nous avons, dont nous connaissons leur provenance, pourraient s'orienter à travers ces différents programmes de formation à l'enseignement supérieur et à l'enseignement technique? En répondant à cette question, je me pose la première question de savoir est-ce que ces jeunes sont informés de l'existence ou de l'inexistence des référentiels de métiers dans notre pays? On a parlé tout à l'heure de l'émergence dont nous avons besoin. Est-ce que les jeunes lycéens sont informés des référentiels de métiers, des différents métiers que nous avons dans notre pays? Est-ce que l'enseignement technique et l'enseignement supérieur est en adéquation avec ces référentiels de métiers? Quel est le rôle de l'État par rapport à tout ça? Quel est le rôle des établissements d'enseignement supérieur et d'enseignement technique par rapport à tout ça? Et quel est le rôle des entreprises, le milieu socio-professionnel? Mais une autre question me vient à l'esprit. Quelles mesures d'insertion socio-professionnelle existent aujourd'hui? Pourquoi, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, que ce soit dans n'importe quelle université, on va trouver 300 à 600 étudiants dans les classes de sciences juridiques, dans les classes de sciences économiques? Pourquoi? C'est parce que la vie sociale, la représentation sociale qu'on a, ceux qui sont dans ces domaines sont les mieux aujourd'hui dans notre pays. Pourquoi on refuse d'aller vers l'enseignement? Pourquoi aujourd'hui on a moins d'enseignants de mathématiques au secondaire et même au supérieur? Pourquoi les programmes du secondaire ne sont pas en adéquation exacte avec les programmes du supérieur? Ce problème de fond se pose. Je prends un exemple. Le professeur a dit tout à l'heure, quand lui il était au lycée, il y avait le lycée technique et le lycée classique. Moi, quand je venais encore plus jeune que lui, quand j'ai quitté l'école primaire, je suis rentré au collège technique, où on avait plusieurs options. Et du collège technique, avant que la révolution ne vienne, nous avions la possibilité de faire autre chose, plus de 10 spécialités au niveau du lycée Donka, qui a été transformé après le lycée technique, le lycée 2 août. Mais ces profils étaient en adéquation. N'importe qui n'allait pas en sciences économiques. Aujourd'hui, ne vont en sciences économiques que certainement ceux qui font sciences mathématiques et sciences expérimentales, parce que ceux de sciences sociales n'ont pas les outils mathématiques nécessaires à faire les sciences économiques. Et quand vous prenez d'autres disciplines, les sciences techniques, c'est de gros problèmes que nous avons. Avec l'inexistence de l'enseignement technique au préuniversitaire, de manière générale du collège au lycée, aujourd'hui, les cours de RDM ne sont jamais dispensés ou n'existent plus. Les cours de géométrie ne sont plus jamais dispensés dans nos établissements, même à l'université. Et l'enseignement technique, c'est la représentation spatiale dans les domaines techniques.
Et comment alors, aujourd'hui, nous devons pouvoir répondre à tout ça pour que les jeunes que nous avons, nous puissions le faire, puissent s'orienter correctement. On a parlé de la famille. Oui, la famille joue un rôle. Mais aujourd'hui, c'est plutôt la représentation des élèves, des bacheliers, qui sont beaucoup plus, qui est beaucoup plus fondamentale par rapport à leur orientation que par rapport au choix qu'ils ont. Un autre élément qu'on a pour aller au deuxième thème qui est lié, c'est-à-dire comment mieux s'orienter. Les jeunes élèves ne sont pas au courant des critères d'orientation. Quels sont les critères pour aller en médecine? Quels sont les critères pour aller en sciences économiques? Quels sont les critères pour faire les sciences techniques et autres? Quels sont les critères pour faire les sciences sociales? Deux fois, vous voyez des jeunes qui ont fait mathématiques qui vont s'installer dans les filières de sciences sociales dans les universités. Tous ces problèmes-là font que, aujourd'hui, l'orientation scolaire pose problème. Cela poserait problème parce que les attributions ne sont pas claires. Ces jeunes auxquels on a confié dans les lycées, est-ce qu'ils connaissent les programmes de formation existants dans le supérieur? Est-ce qu'ils sont informés des programmes existants dans l'enseignement technique? Non. Je me dis non. Et de ces problèmes-là, il y a le fondamental qui revient toujours, la conception des programmes de formation au niveau supérieur. Aujourd'hui, quand on passait au LMD, on avait fait référence à l'entrée par les compétences. Donc on avait fait appel aux partenaires des milieux socio-professionnels. Mais on n'a pas beaucoup tenu compte du niveau des étudiants qui nous viennent du préuniversitaire. Parce que tout le monde dit que le niveau des gens qui nous viennent du préuniversitaire, en français surtout, est très faible. Comment améliorer tout ça en adéquation avec les profils d'orientation que nous avons aujourd'hui? Et cela va m'amener à lier ça. Est-ce qu'à la question fondamentale du personnel enseignant, est-ce que le personnel enseignant correspond réellement aux activités d'enseignement didactique, pédagogique et didactique qui s'opèrent et au secondaire et au supérieur et à l'enseignement technique? Cette autre question, il faudrait qu'on puisse y réfléchir et répondre. Et cela va m'amener à la problématique de la formation par laquelle j'avais commencé tout au début. Il faudrait qu'il y ait une réflexion plus profonde pour se dire à quel niveau réellement on doit commencer les enseignements techniques, les enseignements à la main. Parce que moi, je me souviens quand j'étais à l'école primaire à Coronti et à la mission catholique, on faisait des cubes, on faisait tout à la main. C'est ce qui nous a amenés au collège technique qui était près du marché et du collège technique au lycée technique. Je voudrais m'arrêter là. Je pose fondamentalement les problèmes. Mais en me résumant, je dis que le constat est très amer. Nous n'avons que 3 profils qui ne correspondent plus, il faut le reconnaître, aux différents programmes de formation qui sont au supérieur et à l'enseignement technique et à la formation professionnelle. Mais on dit aussi que le référentiel des métiers n'est pas connu. Les entreprises n'ont pas défini le référentiel des métiers pour que nous puissions voir concrètement vers où nous devons aller. Et troisième chose, je dirais qu'il y a différents rôles. Le rôle de l'État, le rôle des universités et des établissements de manière générale, le rôle exactement des entreprises qui devraient pouvoir nous permettre d'aboutir à la problématique d'une formation correcte et bien menée et qui pourrait aboutir à une orientation. Parce qu'avant, certains s'orientaient à partir de la 9e année pour aller dans les lycées techniques. Mais il y a aussi un problème de fond. Aujourd'hui, chacun veut être à la hiérarchie A. Qui ne voudrait pas être à la hiérarchie A? Pourquoi? Est-ce qu'on se pose la question? C'est parce que les passerelles d'en bas, pour aboutir à la hiérarchie A, ces passerelles-là sont très mal gérées. Et la question fondamentale, comment on peut passer d'une hiérarchie à une autre? Et c'est pourquoi on rencontre beaucoup qui quittent les autres hiérarchies pour aller faire la formation payante ou la formation continue et se retrouver dans les autres catégories. Je vous remercie. Bien, merci docteur Mouria Conté. Comme vous voyez, les problèmes, petit à petit, on est en train de les approfondir au fur et à mesure qu'on avance. Conté parle du problème qu'on a, 3 spécialisations au lycée contre
quelques 80 spécialisations à l'enseignement supérieur et à l'enseignement technique, premièrement. Et il a parlé de ce que lui, il a vécu depuis l'école primaire, où on faisait des choses à la main. Et personnellement, je me souviens qu'au lycée technique, j'ai pris des briques que j'ai posées avec du ciment. Oui, oui, on a appris ça. Et on n'avait pas d'appréhension vis-à-vis du métier du maçon. Parce que pour être ingénieur, d'abord, il faut commencer par être maçon. Et petit à petit, avancer. Donc, il a posé aussi le problème des référentiels de métier. Effectivement, c'est un problème qu'il faut poser et voir en quoi les professionnels peuvent nous aider à établir ces référentiels afin de mieux orienter les responsables des universités à préparer des formations en conséquence. Il y a un facteur sur lequel je voudrais revenir. Nous avons constaté depuis une dizaine d'années quelque chose de très grave. Beaucoup d'étudiants, au départ, ils commencent par s'orienter vers les sciences mathématiques. Et quand ils arrivent à la fin du secondaire, brutalement, ils changent de spécialité, ils vont en sciences sociales. Raisonnement, c'est plus facile d'avoir le bac sciences sociales que le bac sciences mathématiques. Nous le constatons parce que nous traitons les résultats du bac et tous les résultats de la formation de l'étudiant. Nous savons d'où ils viennent. Maintenant, là où on s'en rend compte, c'est que quand ils arrivent à l'université, ils disent « Ah non, moi j'ai fait sciences sociales, mais je veux faire informatique. » Théoriquement, on lui dit « Non, mais tu n'es pas capable. » Il dit « Non, j'ai fait sciences mathématiques avant. » C'est là qu'on se rend compte qu'il y a cette forme de divergence qui ne s'explique pas. Alors, il nous reste que docteur... je m'excuse, hein. Je vous ai dit que ma mémoire me crée des problèmes. Je crois que ce n'est pas grave. Monsieur Bayo, c'est le directeur général de l'ISEG. L'ISEG, c'est l'Institut supérieur des sciences de l'éducation. Bon, ils étaient avant à la sortie de Conakry, maintenant ils sont à Lambagny. Voilà. Merci, vous avez la parole pour 5 minutes. Merci, monsieur le modérateur. Vous comprendrez que quand on est le dernier à prendre la parole, on est obligé par endroit de marcher sur la langue des autres. Le problème qui est posé est un problème réel. Certains intervenants ont parlé du contexte directement après l'indépendance. On a emprunté le système colonial. Il y avait des collèges courts, il y avait des collèges techniques, des collèges courts, des lycées techniques, des lycées classiques. Ces différents lycées étaient subdivisés en séries. Il y avait série A pour les lettres, série B pour les mathématiques. Il y avait même série TM, série technique chimique, technique économique. Donc il y avait beaucoup de séries qui retrouvaient leurs répondants au supérieur. Le problème qui se pose actuellement, c'est que les filières du supérieur n'ont pas d'ancrage au secondaire. En termes d'articulation pratique des filières du supérieur avec le secondaire. Je me suis amusé à partir des trois profils actuellement retenus, sciences mathématiques, sciences expérimentales, sciences sociales. Je me suis un peu amusé à partir des fiches d'orientation que les sciences mathématiques pourvoient 8 domaines de formation avec 49 filières, donc 49 programmes. Et les filières sciences expérimentales pourvoient 6 domaines avec 26 filières. Les sciences sociales, 6 domaines également, mais avec aussi 22 filières. Donc voyez-vous, déjà comme ils ont dit, ça avoisine effectivement 80 programmes d'enseignement pour 3 filières, pour 3 profils au lycée. Donc les profils au lycée
n'ont en réalité pas de répondants. C'est comme si on étudiait pour étudier. Autrement dit, l'école n'est pas liée à la vie. On oriente dans des structures, comme par exemple en informatique, en génie. Il n'y a pas de génie au secondaire pour le moment. Il n'y a pas d'informatique au secondaire. Beaucoup de spécialités se trouvent au supérieur qui n'ont pas du tout leur répondant au secondaire. Donc il y a une désarticulation totale. Ce qui fait que la pyramide est renversée. Il a parlé de pyramide. C'est-à-dire que tout le monde tend vers le supérieur. Les passerelles qui existaient avant, à chaque niveau du secondaire, il y avait des passerelles entre le collège technique et le professionnel, entre le lycée technique et le professionnel, ainsi de suite. Donc il y avait des passerelles à tous les niveaux. L'élève n'était pas obligé, obligatoirement, pour avoir un métier, de finir l'université. Ce qui fait qu'à l'heure là, notre pyramide est complètement renversée. Moi, je pense que il faudra revenir un peu en arrière pour lier l'école à la vie. Il ne s'agit même pas d'étudier seulement pour étudier, mais il s'agit d'étudier pour faire un travail. Si vous étudiez pour ne pas faire un travail, pourquoi vous avez étudié? Si vous étudiez pour ne pas faire un travail, comment vous allez contribuer au développement socio-économique de notre pays? Ce n'est pas possible. Mais je pense, comme le disait l'autre, la jeunesse a toujours raison. Ça dépend des concepteurs. Parce que si ça existait avant, ce qui a manqué en ce moment, on pouvait le corriger afin que la jeunesse actuelle ne se trouve dans la situation d'aujourd'hui. Moi, je pense qu'il faut éclater les profils au secondaire. Il faut que chaque filière d'enseignement, que chaque programme d'enseignement au supérieur trouve son répondant au secondaire. Il faudrait que l'enseignement professionnel et technique soit redynamisé. C'est la mort de ce département qui a créé tout le problème. Il faut se dire la vérité. Et là, les décideurs en sont responsables, parce que jusqu'à l'heure là, il faut voir à quel niveau l'éducation est des fois financée. Moi, je pense qu'il faut éclater les profils au secondaire pour que chaque programme au niveau du supérieur trouve son répondant au secondaire, afin que le jeune, déjà au collège, au lycée, apprenne à savoir où il doit aller, afin qu'il soit performant au sortir. Je vous remercie, monsieur le modérateur, parce que je ne vais pas vous répéter. Bien. Merci, docteur Bayo. Alors, j'en ai fini avec les panélistes qui étaient censés donner leur avis sur cette question-là. Par l'importance des applaudissements, je me dis que les jeunes donc, ont été intéressés par ce que les collègues nous ont donné. Docteur Bayo a quand même soulevé deux aspects. L'un des aspects avait déjà été soulevé par M. Koebogui, c'est le but de la formation. Parce que j'ai l'impression que de plus en plus, l'élève guinéen ne pense pas aux résultats de sa formation. Tout le monde se précipite vers les mêmes filières sans se poser la question de savoir, après cette formation, qu'est-ce que je vais devenir? Mais on fait la formation, et puis à la sortie, on se retrouve sur le trottoir en train de chômer. Voilà. On dit qu'il y a des chômeurs, Tout le monde dit que l'université est la machine à créer des chômeurs. C'est vrai. Mais il faut quand même que nous allions derrière nous pour voir d'où tout ça vient. Ensuite, la responsabilité des formateurs et des décideurs. Parce que ce n'est pas l'élève qui va structurer l'enseignement. C'est nous les formateurs, c'est nous les décideurs. C'est nous qui devons réfléchir à ces questions-là et proposer des solutions qui peuvent permettre de corriger un peu les travers que nous constatons actuellement.